Elliot Dubois sortit de sa Mercedes noire par une froide soirée de décembre à Paris. L'homme d'affaires Prosper venait de conclure une nouvelle transaction à plusieurs millions d'euros et son esprit était déjà tourné vers la prochaine réunion. À 45 ans, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un appartement de luxe dans le 16e arrondissement, des voitures de luxe et plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en 10 vies. Mais il était seul et le vide dans son cœur s'aggravait d'année en année. Il pensa à son frère Michel comme il le faisait chaque soir. 12 ans s'étaient écoulés depuis la disparition de Michel sans laisser de traces. La police nationale avait abandonné, mais Elliot n'avait jamais cessé de chercher. Il toucha l'endroit vide sur son poignet où se trouvait autrefois un bracelet en or identique à celui de Michel, un jeu assorti que leurs parents leur avaient offert avant leur mort. Elliot avait perdu le sien lors d'une agression 5 ans auparavant, un autre douloureux rappel de tout ce qu'il avait perdu. La rue était anormalement calme pour le Marais. La neige commençait à tomber et la plupart des gens étaient déjà rentrés chez eux. Elliot vérifiait ses messages téléphoniques lorsqu'il entendit le crissement de pneus. Il leva les yeux pour voir des phares se diriger droit sur lui, la voiture faisant des embardées sur la route verglacée. Son corps se figea, sachant qu'il n'avait pas le temps de bouger. Soudain, quelque chose le heurta par le côté. De petites mains, mais fortes, le poussèrent hors de la trajectoire. Elliot tomba lourdement sur le trottoir, tandis que la voiture filait, le manquant de quelques centimètres. Le conducteur ivre ne ralentit même pas, disparaissant au coin de la rue avec des pneus qui grinçaient. « Eh monsieur, vous allez bien ?» demanda une jeune voix. Elliot se redressa, son costume de luxe recouvert de neige et de boue. Un garçon se tenait au-dessus de lui, maigre, sale, vêtu de vêtements trop grands et trop fins pour l'hiver. Il ne devait pas avoir plus de 12 ans. « Je vais bien, dit Elliot en se relevant. « Vous m'avez sauvé la vie. Comment vous appelez-vous » Le garçon recula, tirant sa manche en lambeaux sur sa main. « Thomas. »« Ne vous inquiétez pas, monsieur. Faites simplement plus attention la prochaine fois. » Mais Elliot n'écoutait plus. Lorsque le garçon avait bougé son bras, quelque chose avait capté la lumière du réverbère. Quelque chose d'or, partiellement caché sous la manche. Le cœur d'Elliot se mit à battre la chamade. « Attendez, » appela-t-il alors que Thomas se retournait pour partir. « Votre poignet, qu'est-ce que ce bracelet que vous portez ?» Le corps du garçon tout entier se tendit. Son autre main alla automatiquement couvrir le bracelet. « Ce n'est rien, juste quelque chose que mon père m'a donné avant sa mort. » Elliot s'approcha, les jambes tremblantes. « Puis-je le voir, s'il vous plaît ?» Thomas hésita, puis releva lentement sa manche. C'était là, un épais bracelet en or avec un motif complexe de feuilles entrelacées. Elliot l'aurait reconnu n'importe où. Il était identique à celui qu'il portait avec Michel. « Où avez-vous trouvé ça ?» La voix d'Elliot était à peine un murmure. « Qui était votre père ?»« Il s'appelait Michel, » dit Thomas doucement. « Michel Harrison. Il est mort il y a 2 ans. Harrison, pas Dubois. » Mais Elliot savait avec une certitude absolue que c'était le fils de son frère. Michel devait avoir changé de nom lorsqu'il avait disparu. « Thomas, » dit Elliot, essayant de garder sa voix stable. « Je crois avoir connu votre père. En fait, je suis presque sûr que je suis votre oncle. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent, puis se rétrécirent de suspicion. « Vous mentez. Mon père n'a jamais parlé d'avoir un frère. Le bracelet que vous portez, j'en avais un exactement pareil. C'était un jeu assorti, offert à votre père et à moi par nos parents. » Elliot sortit son téléphone et trouva rapidement une vieille photo. « Regardez. » Thomas regarda la photo de 2 jeunes hommes souriants, tous 2 portant des bracelets en or identiques. Sa main alla à son propre poignet. Mais pourquoi ne me l'a-t-il jamais dit? La voix de Thomas se brisa. Pourquoi? N'est-il pas revenu? Je ne sais pas, dit Elliot honnêtement. Mais je le cherche depuis 12 ans et maintenant je vous ai trouvé à la place. Il observa le garçon plus attentivement maintenant. Les joues creuses, la façon dont il tremblait dans sa mince veste. Thomas, où habites-tu? Le garçon haussa les épaules, détournant le regard. Un peu partout, à différents endroits. Tu es sans abri? Elliot se sentit malade, son propre neveu vivant dans la rue. Je me débrouille, dit Thomas sur la défensive. Les refuges de la Croix-Rouge ne sont pas si mauvais quand il fait vraiment froid. Une bourrasque de vent balaya la rue et Thomas ne put réprimer un violent frisson.
Elliot prit une décision. « Rentrez avec moi, dit-il, juste pour ce soir. On peut discuter, se réchauffer et trouver des solutions. Sans pression, mais j'aimerais vraiment en savoir plus sur votre père. » Thomas le regarda longuement, puis la photo toujours affichée sur le téléphone d'Elliot. Finalement, il hocha légèrement la tête. « D'accord, dit-il, mais juste pour ce soir. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture d'Elliot, la neige continuant de tomber autour d'eux, aucun d'eux n'aurait pu imaginer comment cette nuit changerait à jamais leur vie. Le bracelet qui les avait réunis allait bientôt révéler des secrets enfouis depuis 12 longues années, des secrets que certaines personnes feraient tout pour garder cachés. La montée en ascenseur jusqu'à l'appartement de luxe d'Elliot fut silencieuse. Thomas jetait des regards nerveux sur les murs miroirs, voyant son reflet sale à côté du costume coûteux d'Elliot. L'estomac du garçon gargouilla bruyamment et il se serra les bras, gêné. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» demanda Elliot doucement. « Hier, je crois. Peut-être avant-hier. » Thomas essaya de paraître décontracté, mais sa voix trembla un peu. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur l'appartement d'Elliot. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent lorsqu'il découvrit l'immense salon avec sa paroi de fenêtres donnant sur la ville. Tout était élégant et moderne, mais en quelque sorte froid. Pas de photos de famille, pas de touches personnelles. Juste des meubles coûteux qui semblaient n'avoir jamais été utilisés. « D'abord les choses d'abord, » dit Elliot. « On va te faire manger quelque chose. Puis peut-être une douche et des vêtements propres. » Thomas hocha la tête, regardant toujours autour de lui avec émerveillement. Cet endroit est plus grand que tout le refuge. Pendant qu'Elliot commandait de la nourriture dans son restaurant préféré en bas, Thomas resta près des fenêtres, regardant la neige tomber sur la ville. Sa main allait sans cesse au bracelet en or, le touchant comme une habitude nerveuse. « Votre père, » dit Elliot doucement, venant se tenir à côté de lui. « Que lui est-il arrivé ?» Le reflet de Thomas dans la fenêtre semblait soudainement beaucoup plus jeune que 12 ans. Il est tombé malade. Très malade. On n'avait pas d'argent pour les médecins ou les médicaments. Il a essayé de continuer à travailler, mais la voix du garçon se brisa. Un matin, il ne s'est pas réveillé. Elliot sentit comme si quelqu'un l'avait frappé à l'estomac. Son frère était mort, seul et pauvre, tandis qu'il vivait ici, dans le luxe. Si seulement Michel était rentré à la maison, s'il avait demandé de l'aide. « Et votre mère ?» demanda-t-il. « Je ne l'ai jamais connue. Papa a dit qu'elle est partie quand j'étais bébé. » Thomas haussa les épaules, essayant de faire comme si ça n'avait pas d'importance. Il n'y avait que lui et moi. La nourriture arriva, assez pour nourrir 10 personnes. Thomas essaya de manger lentement, mais il avait tellement faim qu'il finit par dévorer 3 assiettes de pâtes. Elliot ne dit rien, se contentant de remplir son verre de lait. Après le dîner, Elliot montra à Thomas la salle de bain d'amis. « Prends tout le temps que tu veux. Je laisserai des vêtements propres devant la porte. Ils seront peut-être grands, mais ils seront chauds. » Pendant que Thomas prenait sa douche, Elliot s'assit dans son bureau à domicile, regardant la vieille photo sur son téléphone. Lui et Michel, jeunes et heureux, leurs bracelets assortis attrapant le soleil. Qu'est-ce qui avait poussé son frère à s'enfuir? Pourquoi avait-il changé de nom? Et surtout, pourquoi n'avait-il pas demandé d'aide lorsqu'il est tombé malade? Le bruit de la porte de la salle de bain qui s'ouvrait le ramena au présent. Thomas sortit en portant l'un des vieux sweatshirts d'Elliot et un pantalon à cordon de serrage remonté plusieurs fois. Ses cheveux étaient propres et, peignés et sans la saleté, Elliot pouvait voir à quel point il ressemblait à Michel à cet âge-là. « Tu te sens mieux ?» demanda Elliot. Thomas hocha la tête, puis bâilla énormément. « Désolé, » marmonna-t-il. « Je n'ai pas dormi dans un vrai lit depuis longtemps. Viens, je vais te montrer ta chambre. » Mais alors qu'ils marchèrent dans le couloir, la sonnette sonna. Elliot n'attendait personne à cette heure-ci. Il ouvrit la porte pour trouver Victor Lefebvre, le chef de la sécurité de son entreprise, l'air grave. « Monsieur Dubois, désolé de vous déranger si tard, mais il y a quelque chose que vous devez voir. » Victor jeta un coup d'œil à Thomas puis à Elliot. « En privé. Attends dans mon bureau, » lui dit Elliot. Il se tourna vers Thomas. « Ta chambre est la 2e porte à droite. Va dormir, on parlera plus demain matin. » Thomas disparut dans le couloir et Elliot rejoignit Victor dans son bureau, fermant la porte. « Qu'est-ce qui est si urgent ?» Victor déposa un dossier sur son bureau. « Vous m'avez demandé de continuer à surveiller toute activité liée à la disparition de votre frère.
Aujourd'hui, quelque chose est apparu. Il ouvrit le dossier pour révéler plusieurs photos. Celles-ci ont été prises il y a 2 ans, juste avant la mort de Michel Dubois, ou Michel Harrison comme il s'appelait lui-même. Elliot prit les photos avec des mains tremblantes. Elles montraient Michel terriblement maigre et malade, parlant à un homme en costume de luxe. Le visage de l'homme était familier. « Est-ce Robert de Rothschild ?» demanda Elliot avec incrédulité. Victor hocha gravement la tête. « Le plus grand concurrent de votre entreprise. Et il y a plus. Le jour suivant cette réunion, le compte bancaire de votre frère a reçu un dépôt de 50 000 €. Le lendemain, il a été retrouvé mort dans son appartement. » Elliot sentit le froid partout. Robert de Rothschild essayait de prendre le contrôle de Dubois Industries depuis des années. « Tu veux dire que de Rothschild a quelque chose à voir avec la mort de mon frère ? Je dis qu'il y a beaucoup de questions qui nécessitent des réponses. Et maintenant que ce garçon apparaît avec le bracelet de votre frère, le visage de Victor était sérieux. Soyez prudent, monsieur Dubois. Cela pourrait être plus important qu'une simple réunion de famille. Après le départ de Victor, Elliot resta assis longtemps dans son bureau sombre. Pourquoi son frère avait-il rencontré de Rothschild? À quoi servait l'argent? Et surtout, si de Rothschild était impliqué dans la mort de Michel, Thomas était-il aussi en danger? Au bout du couloir, Thomas resta éveillé dans l'énorme lit d'amis, le bracelet de son père brillant dans l'obscurité. Il toucha le petit loquet sur le côté, celui dont son père lui avait fait promettre de ne jamais l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait quelque chose que son père appelait une assurance. Quelque chose qui protégerait Thomas si quelque chose arrivait. « Tu me manques, papa » murmura-t-il dans l'obscurité. « J'aurais aimé que tu me parles de l'oncle Elliot. J'aurais aimé que tu me dises pourquoi tu avais tellement peur à la fin. » Dehors, la neige continuait de tomber, couvrant la ville de blanc. Mais sous cette couverture paisible, des secrets dangereux commençaient à faire surface. Des secrets qui avaient coûté la vie à Michel Harrison et qui pourraient maintenant menacer son fils. La lumière du soleil du matin traversait les fenêtres de la chambre d'amis, réveillant Thomas du sommeil le plus profond qu'il ait eu depuis des mois. Pendant un instant, il paniqua, ne se souvenant pas où il était. Puis tout revint. L'accident, l'oncle Elliot, la douche chaude et la vraie nourriture. Il entendit des voix venant de quelque part dans l'appartement. Silencieusement, il rampa jusqu'à la porte de la chambre et écouta. « Qu'est-ce que... Tu veux dire, tu annules la réunion du conseil d'administration ?» Une voix de femme perçante porta dans le couloir. « Elliot, le vote de la fusion avec Rothschild Industries est dans 3 jours. Nous devons finaliser notre stratégie. Quelque chose de plus important s'est présenté, Sarah. » C'était la voix de l'oncle Elliot. « Des affaires de famille. »« Famille ?» La femme rit, mais ce n'était pas un son amical. « Quelle famille ? Ton frère a disparu il y a des années. Tu es tout seul, Elliot. C'est pourquoi cette fusion est si importante. L'entreprise est tout ce que tu... » Ça, le cœur de Thomas battit plus vite. Ils parlèrent de son père. « Les choses ont changé, » dit Elliot fermement, « et je commence à penser que cette fusion n'est pas une si bonne idée. Rothschild ne nous dit pas tout. N'importe quoi, Robert de Rothschild nous offre une offre très généreuse. Nos actionnaires ne vous pardonneront jamais si vous vous retirez maintenant. » Tommy entendit des pas se diriger vers sa chambre. Il sauta rapidement dans le lit et fit semblant de dormir. La porte s'ouvrit doucement. « Thomas ?» La voix d'Elliot était douce. « Tu es réveillé ? Il y a le petit déjeuner si tu as faim. » Thomas ouvrit les yeux, essayant d'avoir l'air endormi. « Qui était cette dame? Celle qui était en colère ?» Elliot soupira. « Tu as entendu ça, hein? C'est Sarah de Rothschild, ma vice-présidente, et la fille de Robert de Rothschild. » « Rothschild ?» Thomas se redressa. « Papa en parlait parfois, tard dans la nuit, lorsqu'il pensait que je dormais. Il a dit que Rothschild était dangereux. » Le visage d'Elliot devint très immobile. « Qu'est-ce que ton père a dit d'autre à son sujet ?» Thomas commença à répondre, puis se souvint des paroles de son père. « Ne fais confiance à personne, Thomas. Pas avant d'être sûr que c'est sûr. » Il toucha le bracelet nerveusement. « Je ne me souviens pas grand-chose, » mentit-il, « juste ce nom. » Elliot avait l'air de vouloir poser plus de questions, mais à la place, il hocha simplement la tête. « Viens, on va prendre le petit déjeuner. Ensuite, on doit aller faire du shopping. Tu ne peux pas continuer à porter mes vieux vêtements. » Après le petit déjeuner,
Le chauffeur d'Elliot les emmena dans des boutiques de luxe que Thomas n'avait jamais osé regarder auparavant. Elliot lui acheta tout, des vêtements chauds d'hiver, des chaussures, même un nouveau sac à dos pour le lycée. Tommy se sentait mal à l'aise avec tout cet argent dépensé pour lui, mais Elliot insista. « Tu es mon neveu, » dit-il simplement. « C'est ce que fait une famille. » Il quittait le dernier magasin lorsque Thomas aperçut 2 hommes en costume sombre qui les observaient de l'autre côté de la rue. Ils n'essayaient pas vraiment de se cacher. « Oncle Elliot, chuchota-t-il, ces hommes nous suivent. » Elliot regarda où Thomas pointait et son visage se durcit. « Dans la voiture, vite !» Alors que leur chauffeur s'éloignait, Thomas vit les hommes monter dans un SUV noir. Qui sont-ils? Probablement l'équipe de sécurité de Rothschild. Elliot sortit son téléphone et passa un bref coup de fil. « Victor, on doit parler. Rencontre-moi à l'endroit habituel. Dans 1 heure. » Il raccrocha et se tourna vers Thomas. « Changement de plan. On va quelque part en sécurité. » La voiture les emmena dans un petit café d'un quartier calme. Victor Lefebvre attendait à une table d'angle. Ses yeux allèrent directement au bracelet de Thomas. « C'est donc vrai, » dit Victor doucement. « Il est le fils de Michel. » Elliot hocha la tête. « Et les gens de Rothschild nous suivent. Qu'as-tu découvert ?» Victor sortit son ordinateur portable. « J'ai fouillé les 50 000 € que Michel a reçus. Ils ont été transférés par 5 sociétés écrans différentes avant de lui parvenir. Mais voici la partie intéressante. 2 jours après la mort de Michel, un montant similaire a été transféré d'un compte privé de Rothschild à un cabinet d'avocats spécialisé en renseignements économiques. Papa a dit que le bracelet me protégerait, lança Thomas. Les 2 hommes se retournèrent pour le regarder. Il a dit qu'il y avait quelque chose à l'intérieur, une assurance. Elliot se pencha en avant. À l'intérieur du bracelet, tu peux l'ouvrir. La main de Thomas alla protéger son poignet. Il m'a fait promettre de ne pas le faire. Pas à moins que... À moins que quoi, Thomas? À moins qu'il ne me trouve en premier. La voix de Thomas tremblait. Il a dit que s'il me trouvait un jour, je devais l'ouvrir et emmener ce qui se trouvait à l'intérieur directement aux journaux. Le visage de Victor pâlit. Monsieur Dubois, si ce que je soupçonne est vrai, ce bracelet pourrait contenir la preuve des activités illégales de Rothschild, des informations que votre frère a découvertes avant sa mort. Des informations qui valent la peine d'être tuées, dit Elliot sombrement. À ce moment-là, la porte du café s'ouvrit. Sarah de Rothschild entra, ses talons hauts, claquant sur le sol. Elle s'arrêta à leur table, ses lèvres rouges courbées dans un sourire froid. À ce moment-là, la porte du café s'ouvrit. Sarah de Rothschild entra, ses talons hauts claquant sur le sol. Elle s'arrêta à leur table, ses lèvres rouges courbées dans un sourire froid. Elle dit « Une réunion de famille. Comme c'est mignon. » Elle regarda directement Thomas. « Vous devez être le fils de Michel. Vous savez, votre père et moi avons eu une conversation très intéressante juste avant sa mort, à propos de ce joli bracelet que vous portez. » Thomas eut le cœur serré. La façon dont elle l'avait dit, elle avait connu son père. Elle était au courant de sa mort. Sarah. Elliot se leva, se plaçant entre elle et Thomas. « Que faites-vous ici ?» Je transmets un message de mon père. Son sourire ne faiblit pas. « Le vote sur la fusion a lieu dans 3 jours, Elliot. Ne laissez pas le passé obscurcir votre jugement. Certains secrets valent mieux être laissés enfouis. » Elle se retourna pour partir, puis regarda Thomas. « So, et mon cher, à votre place, je ferai très attention aux héritages familiaux. Ils ont une fâcheuse tendance à se perdre. » Après son départ, Thomas tremblait tellement qu'il pouvait à peine parler. Elle savait, au sujet de papa, au sujet de tout. Elliot passa un bras autour des épaules de Thomas. « Ça va aller. Tu es en sécurité maintenant. Je ne laisserai rien t'arriver. » Mais alors qu'ils quittèrent le café, Thomas vit que les hommes, en costumes sombres, étaient de retour, les observant depuis leur SUV noir. Et il sut que son père avait eu raison tout du long. La vérité contenue dans le bracelet n'était pas seulement une assurance, c'était la seule chose qui le maintenait en vie. Elliot arpentait son salon tard cette nuit-là, incapable de dormir. Victor avait insisté pour qu'il reste dans un hôtel sécurisé, mais Elliot avait refusé. Son appartement de luxe dans le 16e arrondissement possédait le meilleur système de sécurité que l'argent puisse acheter. Néanmoins,
Il avait posté des gardes supplémentaires dans le hall et le couloir. Dans la chambre d'amis, Thomas se tournait et se retournait, les derniers jours de son père se déroulant encore et encore dans son esprit. La façon dont papa était devenu si nerveux vers la fin. Comment il avait fait mémoriser à Thomas les noms de certains journaux et journalistes. La façon dont il avait serré les épaules de Thomas cette nuit-là, les yeux désespérés. « Si quelque chose m'arrive, avait-il dit, trouve quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Mais fais attention. Les gens qui veulent ce bracelet, ils sont puissants. Ils feront semblant d'être tes amis. » Thomas s'assit dans son lit, sa décision prise. Il devait savoir ce qu'il y avait à l'intérieur du bracelet. Il devait savoir ce qui était vraiment arrivé à son père. La porte de la chambre grinça. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demanda Elliot doucement. Thomas secoua la tête. « Je n'arrête pas de penser à ce que Sarah de Rothschild a dit à propos de sa conversation avec papa avant sa mort. » Elliot vint s'asseoir au bord du lit. « Thomas, j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Qu'est-ce que ton père t'a dit d'autre? Au sujet de Rothschild, au sujet de l'entreprise, tout ce qui pourrait nous aider à comprendre ce qui se passe. » Thomas prit une profonde inspiration. Il a dit qu'il avait trouvé quelque chose de grave, vraiment grave. Quelque chose d'illégal que monsieur de Rothschild faisait. C'est pourquoi nous avons dû nous cacher, changer de nom. Il toucha le bracelet. Papa a dit que la preuve était là-dedans. Mais il avait peur de l'utiliser. Il a dit que Rothschild blesserait des gens s'il le faisait. Quel genre de preuve? Demanda Elliot doucement. Je ne sais pas. Mais la nuit précédant sa mort, papa était très malade. Il pouvait à peine parler. Mais il m'a fait promettre, s'il me trouvait un jour, j'ouvrirai le bracelet et je porterai ce qu'il y a dedans à une femme nommée Linda Morrow au New York Times. Les yeux d'Elliot s'écarquillèrent. Linda Morrow, la femme de Victor? Avant que Thomas puisse répondre, les lumières de l'appartement s'éteignirent. Une obscurité totale s'abattit. Oncle Elliot? La voix de Thomas tremblait. Ça va aller, dit rapidement Elliot. Le groupe électrogène de secours va démarrer. Mais il ne démarra pas. Et puis, ils l'entendirent, le bruit léger. De la porte du balcon qui s'ouvrait, Elliot saisit le bras de Thomas. Vite, dans le placard. Il poussa Thomas dans son dressing, le poussant derrière des costumes suspendus. Quoi que tu entendes, reste silencieux. Ne sors pas avant que je vienne te chercher. À travers une fente de la porte du placard, Thomas vit des ombres se déplacer dans l'obscurité. Des faisceaux de lampes de poche balayèrent la pièce. Il pouvait entendre des pas silencieux, des voix chuchotées. « Trouvez le garçon », ordonna la voix d'un homme. Le bracelet est tout ce qui compte. Le cœur de Thomas battait si fort qu'il était sûr qu'il l'entendait. Il se recula davantage dans le placard, derrière les costumes. Sa main toucha quelque chose, une petite porte dans le mur du fond. D'autres voix de la chambre. « Où sont-ils ? Continuez à chercher. Rothschild veut ce bracelet ce soir. » Les doigts de Thomas trouvèrent une poignée sur la petite porte. Une trappe à linge, peut-être? Il la tira aussi silencieusement que possible. Elle était petite, mais lui aussi. Des années passées dans la rue lui avaient appris à se faufiler dans des espaces exigus. Il entendit un fracas venant de la chambre, puis la voix d'Elliot en colère. « Sortez de chez moi !» Le bruit d'une lutte. Quelque chose qui se brisait. Un cri de douleur. Thomas se glissa dans la trappe, les pieds en avant. Elle était étroite et sombre, mais il sentait qu'elle descendait en pente. Il prit une profonde inspiration et se laissa glisser. La descente métallique sembla durer une éternité. Thomas essaya de ne pas penser à où elle pourrait mener. Finalement, il déboucha dans une sorte de pièce. La buanderie de l'immeuble, réalisa-t-il. Elle était sombre et vide à cette heure tardive. Il pouvait entendre des cris et des pas précipités au-dessus. La porte de l'escalier de secours s'ouvrit en grand et des hommes avec des lampes de poche commencèrent à descendre. Thomas se cacha derrière une rangée de sèche-linge industriel, essayant de se faire aussi petit que possible. « Il doit être quelque part ici », dit l'un des hommes. « Vérifiez tout. » Tout le corps de Thomas tremblait. Qu'avait-il fait à oncle Elliot? Était-il blessé? Ou pire, les hommes se rapprochèrent de sa cachette. Désespéré, Thomas regarda le bracelet. La voix de son père résonnait dans sa tête. « S'il te trouve, ouvre-le. » Ses doigts tremblants trouvèrent le petit loquet. Il s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une petite carte mémoire, pas plus grande que son ongle. C'était ça, la preuve que son père était mort en la protégeant. La vérité sur Robert de Rothschild.
Des pas se rapprochèrent. Mise douce. Faisceau de lampe de poche balaya sa cachette. Thomas fit la seule chose à laquelle il pouvait penser. Il mit la carte mémoire dans sa bouche, la glissant sous sa langue. Puis il referma le bracelet juste au moment où des mains rugueuses le saisirent. « On l'a !» Un homme tira Thomas sur ses pieds. « Appelez Monsieur de Rothschild. Dites-lui que nous avons le garçon et le bracelet. Lâchez-moi. » Thomas se débattit, mais l'homme était trop fort. « Calmement, calmement, » dit une voix familière de la porte. « Est-ce une façon de traiter notre jeune invité ?» Sarah de Rothschild entra dans la buanderie, ses talons hauts claquant sur le sol en béton. Elle sourit à Thomas, mais ses yeux étaient froids comme de la glace. « Votre oncle fait une petite sieste à l'étage, » dit-elle. « Il va bien, juste un coup sur la tête. Et vous allez venir avec nous pendant un moment. Votre père et moi avons des affaires inachevées à régler. » Thomas sentit la carte mémoire sous sa langue. La vérité sur la mort de son père, la preuve de ce que Rothschild avait fait. Sarah tendit la main. « Le bracelet, s'il vous plaît. » Thomas la regarda. Ses vêtements coûteux, son maquillage parfait, son sourire cruel. Il pensa à son père, malade et seul, essayant de le protéger jusqu'à la fin, et il fit son choix. « D'accord, » dit-il. Il tendit le bras. « Vous pouvez l'avoir. » Le sourire de Sarah s'élargit lorsqu'elle tendit la main vers le bracelet. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que son secret était déjà en sécurité. Thomas fit silencieusement une autre promesse à son père. La vérité serait révélée, quoi qu'il arrive. Ensuite, il s'en assurerait, même si cela signifiait affronter la famille la plus puissante de Paris. Le SUV noir filait à travers les rues désertes de Paris nocturne. Thomas était assis à l'arrière, serré entre deux hommes de Rothschild. La carte mémoire semblait énorme sous sa langue, même s'il savait qu'elle était minuscule. Son cœur ne cessait de s'emballer. Sarah de Rothschild, qui était assise sur le siège avant, le bracelet en or désormais en sa possession. Elle ne cessait de le retourner dans ses mains, l'examinant de près. « Où est-ce » murmura-t-elle. « Il doit y avoir quelque chose ici. » Thomas essaya de ne pas sourire. Laissez-la regarder autant qu'elle le voulait. Le vrai secret était bien caché. Ses pensées allèrent à oncle Elliot, inconscient dans l'appartement. Au moins, il ne l'avait pas tué. Thomas devait croire qu'il se réveillerait bientôt et viendrait le chercher. La voiture s'arrêta devant un immense bâtiment de verre, le siège social de Rothschild Industries. Même à cette heure tardive, des lumières brillaient à plusieurs étages. « Amenez-le à l'étage », ordonna Sarah. « Mon père voudra lui parler personnellement. » La montée en ascenseur sembla interminable. Thomas compta les étages au fur et à mesure de leur ascension. 20, 30, 40. Finalement, ils atteignirent le dernier étage. Les portes s'ouvrirent sur un immense bureau avec des fenêtres donnant sur toute la ville. Robert de Rothschild se tenait devant ces fenêtres, le dos tourné. Il était grand et mince, avec des cheveux argentés et un costume coûteux. Lorsqu'il se retourna, Thomas fut frappé par la ressemblance avec une version plus âgée de l'homme des photos avec son père. « Alors » dit de Rothschild doucement, « le fils de Michel, tu lui ressembles beaucoup à cet âge. » Il sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Je connaissais assez bien votre père, vous savez. » À la fin, « Vous l'avez tué, » dit Thomas. Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les arrêter. Le sourire de Rothschild ne faiblit pas. « Quelle imagination! Votre père était très malade, Thomas. Nous avons essayé de l'aider, nous lui avons offert les meilleurs soins médicaux, mais il a refusé. Menteur! » Thomas essaya de se jeter en avant, mais les hommes le retinrent. « Sarah, » dit de Rothschild calmement. « Le bracelet ?» Elle le lui tendit. Rothschild l'examina attentivement, puis alla à son bureau et sortit une loupe de bijoutier. « Design intéressant, » murmura-t-il. « Votre grand-père avait un excellent goût. Mais où Michel l'a-t-il caché ?» Il leva les yeux vers Thomas. « Que vous a dit votre père au sujet de ce bracelet ?» Thomas ne dit rien. L'un des hommes lui saisit le bras brutalement. « Répondez à monsieur de Rothschild. »« Calmement, calmement, » dit Rothschild. « Pas besoin de ça. Thomas et moi, nous avons juste une conversation amicale. » Il déposa le bracelet et s'approcha de Thomas. « Vous êtes dans une situation assez difficile, jeune homme. Pas de famille, sauf un oncle que vous venez de rencontrer. Pas de maison, pas d'argent. Ça a dû être très dur de vivre dans la rue. » Thomas resta silencieux
mais son cœur battait la chamade. « Je peux changer tout ça, » continua Rothschild. « Dites-moi ce que votre père a caché dans ce bracelet, et je m'assurerai que vous soyez pris en charge. École privée, fonds fiduciaires, tout ce que vous voulez. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de l'argent. » Pendant un instant, Thomas pensa à quel point ce serait agréable. Plus faim, plus de sommeil dans les refuges. Mais ensuite, il se souvint du visage de son père cette dernière nuit, à quel point il avait été désespéré de protéger ce qui se trouvait sur cette carte mémoire. « Je ne sais rien, » dit Thomas. « Papa ne m'a jamais parlé du bracelet. Il a juste dit de le garder en sécurité. » Rothschild étudia son visage pendant un long moment. Puis il soupira. « Sarah, appelez nos amis de la police nationale. Signalez un fugueur qui a volé un héritage familial précieux. Je suis sûr qu'ils seront très intéressés à trouver le jeune Thomas. » « Attendez !» Une nouvelle voix retentit. Tout le monde se tourna pour voir Victor Lefebvre se tenir dans l'embrasure de la porte, son arme à la main. « Éloignez-vous du garçon. »« Ah, monsieur Lefebvre. » Rothschild ne sembla pas du tout surpris. « Je me demandais quand vous nous rejoindriez. Sarah, pourriez-vous ouvrir la porte ?» Sarah de Rothschild se dirigea vers la porte, mais au lieu de la fermer, elle l'ouvrit en grand. D'autres hommes en costume entrèrent, mais ce n'étaient pas les hommes de Rothschild. Ils portaient des vestes de la DGSI. « Robert de Rothschild, dit l'un d'eux, vous êtes arrêté pour complot, fraude financière et meurtre présumé. » Le visage de Rothschild devint blanc. « C'est ridicule. J'exige de parler à mes avocats. »« Papa !» La voix de Sarah tremblait. « Que se passe-t-il ? Votre père fait l'objet d'une enquête depuis des mois, dit Victor. Nous avions juste besoin de la preuve finale. » Il regarda Thomas. « Que je crois que vous avez ?» Thomas hocha la tête. Avec précaution, il prit la carte mémoire sous sa langue. L'un des agents de la DGSI la mit rapidement dans un sac plastique à preuve. « Petit coquin !» grommela Sarah. Elle se jeta sur Thomas, mais Victor fut plus rapide, l'éloignant en toute sécurité. « Sortez-les d'ici !» ordonna l'agent de la DGSI. Alors qu'ils emmenaient Rothschild et Sarah menottée, Thomas put entendre Rothschild crier « Au sujet de ses avocats. »« Tu vas bien ?» demanda Victor à Thomas. « T'ont-ils fait du mal ? Je vais bien. Mais oncle Elliot, ils l'ont frappé. Il est toujours dans l'appartement. »« Il va bien, l'assura Victor. Il s'est réveillé juste après qu'il vous ait emmené. C'est lui qui m'a appelé. Il arrive ici. » Thomas sentit ses jambes faiblir de soulagement. C'était fini, vraiment fini. Mais il restait une chose qu'il devait savoir. « Victor, demanda-t-il doucement, qu'y avait-il sur cette carte mémoire ? Qu'est-ce que mon père a découvert ?» Le visage de Victor devint sérieux. « Votre père travaillait au département comptable de Rothschild. Il a découvert que Rothschild détournait des millions d'euros de sa propre entreprise, utilisant cet argent pour soudoyer des fonctionnaires. Lorsque votre père a menacé de le dénoncer, Rothschild l'a fait suivre, l'a menacé. C'est pourquoi votre père a fui à changer de nom. Mais alors pourquoi Rothschild lui a-t-il donné de l'argent juste avant sa mort ? Chantage, dit Victor sombrement. Votre père était mourant, il avait besoin d'argent pour les médicaments. Rothschild pensait pouvoir acheter son silence, mais votre père était plus intelligent que ça. Il a copié toutes les preuves. Sur cette carte mémoire, il l'a cachée au seul endroit où il savait que vous la garderiez en sécurité, le bracelet. Thomas entendit des pas précipités dans le couloir. Puis Elliot entra en courant, un pansement sur la tête mais sinon en bon état. « Thomas !» Elliot l'embrassa tendrement. « Dieu merci, tu es sain et sauf. J'étais tellement inquiet. » Thomas le serra dans ses bras, se laissant enfin pleurer. C'était trop. La peur, le soulagement, la vérité sur son père. « Votre frère était un héros, » dit Victor doucement à Elliot. « Il a donné sa vie pour dénoncer les crimes. » De Rothschild, et son fils est tout aussi courageux. Elliot garda son bras autour des épaules de Thomas alors qu'il descendait en ascenseur. Des voitures de police avec des gyrophares remplissaient la rue à l'extérieur. Ils pouvaient voir Rothschild et Sarah être mis dans des voitures séparées. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Thomas. « Maintenant, dit Elliot, tu rentres à la maison. Pour de vrai cette fois. Plus de fuite, plus de cachette. » Il sourit à son neveu. « Juste la famille. » Thomas regarda le bracelet en or, maintenant de retour à son poignet où il devait être. Il semblait plus léger d'une certaine manière, maintenant qu'il avait révélé son secret. Mais alors qu'il s'éloignait de Rothschild Industries, Thomas sut que le véritable but du bracelet n'avait rien à voir avec les cartes mémoire ou les preuves.
Il l'avait mené à la seule chose qu'il pensait avoir perdue pour toujours à la mort de son père, une famille. Le lendemain matin, les journaux de Paris étaient en feu avec des titres sur l'arrestation de Robert de Rothschild. Des équipes de télévision s'étaient installées devant Rothschild Industries, relatant le scandale qui avait fait tomber l'un des hommes d'affaires les plus puissants de la ville. Elliot et Thomas suivirent le reportage en toute sécurité chez Victor, où ils avaient passé la nuit. Thomas n'avait pas voulu retourner dans l'appartement, pas après ce qui s'était passé là-bas. Le PDG de Rothschild Industries, arrêté dans une vaste affaire de fraude, annonça le présentateur du journal télévisé. Des sources affirment que les preuves ont été fournies par le fils d'un ancien employé décédé dans des circonstances mystérieuses, il y a 2 ans. Ça n'utilise pas votre nom, expliqua Elliot en voyant le regard inquiet de Thomas. Victor s'en est assuré. Vous êtes encore mineur. Ils ne peuvent pas vous identifier sans autorisation. Thomas hocha la tête, soulagé. Il était blotti dans un grand fauteuil, portant un pyjama emprunté au fils de Victor. Il n'avait pas beaucoup dormi, malgré sa fatigue. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le sourire froid de Sarah de Rothschild, sentait des mains rugueuses le saisir dans le noir. La femme de Victor apporta un plateau de chocolat chaud et de biscuits. Journaliste au New York Times, elle était celle que le père de Thomas avait voulu qu'il contacte. Victor l'avait appelée dès l'arrestation de Maxwell. « Comment vas-tu » demanda-t-elle doucement à Thomas. « Bien, je crois. » Thomas enroula ses mains autour de la tasse chaude. « Je n'arrête pas de penser à papa, à la peur qu'il a dû ressentir sachant ce que Maxwell pouvait faire. » Linda s'assit à côté de lui. « Ton père était très courageux. Il aurait pu prendre l'argent de Maxwell et se taire. Au lieu de cela, il s'est assuré que la vérité éclaterait, même s'il ne pouvait pas être là pour le voir. « La police souhaite parler à Thomas, » dit Victor en entrant dans la pièce. « À propos de la nuit où son père est mort, il rouvre l'enquête. » Les mains de Thomas se mirent à trembler si fort que le chocolat chaud débordait de sa tasse. Elliot se déplaça rapidement pour s'asseoir sur l'accoudoir de son fauteuil. « Tu n'es pas obligé de faire quelque chose pour lequel tu ne te sens pas prêt, » assura-t-il à Thomas. « On peut attendre. » Mais Thomas redressa les épaules. « Non, je veux leur raconter. Papa mérite justice. » Les inspecteurs venus interroger Thomas furent bienveillants, lui parlant doucement et le laissant faire des pauses lorsque les souvenirs devenaient trop douloureux. Il leur raconta tout, comment son père était devenu de plus en plus malade, refusant d'aller à l'hôpital par peur que Maxwell ne les trouve, comment cette dernière nuit, quelqu'un était venu dans leur petit appartement. « Je devais être endormi, » dit Thomas doucement, « mais j'ai entendu des voix. Papa se disputait avec quelqu'un, une femme. Elle a dit que le temps pressait, que la patience de M. Maxwell était épuisée. » Il déglutit difficilement. Le lendemain matin, « Papa ne s'est pas réveillé. Sarah de Rothschild, » dit Victor sombrement. Les inspecteurs hochèrent à la tête, prenant des notes. Après le départ de la police, Thomas était épuisé. Il s'endormit sur le canapé pendant que les adultes parlaient à voix basse d'avocats, d'affaires judiciaires et de protection des témoins. Il se réveilla des heures plus tard pour trouver Elliot assis près de lui, le regardant avec des yeux inquiets. « Tu as fait un cauchemar, » expliqua Elliot. « Tu appelais ton père. » Thomas s'assit, embarrassé. « Désolé, ne sois pas désolé. » Elliot se déplaça pour s'asseoir à côté de lui. « Thomas, il y a quelque chose que je dois te demander. Quelque chose d'important. » Thomas se tendit, se demandant ce qui allait arriver. « Je veux t'adopter, » dit simplement Elliot. « Te faire légalement mon fils, si c'est quelque chose que tu aimerais. » Thomas le regarda stupéfait. « Mais tu me connais à peine. Je connais assez. » La voix d'Elliot était ferme. « Je sais que tu es courageux, intelligent et loyal. Je sais que tu es le fils de mon frère, et je sais que je t'aime déjà comme si tu étais mon propre fils. » Des larmes remplirent les yeux de Thomas. « Et si les avocats de Maxwell le sortent de prison? Et si Sarah nous poursuit à nouveau? Alors nous y ferons face ensemble. » Elliot passa un bras autour des épaules de Thomas. « Plus de fuite, tu te souviens. Cette fois, tu as des gens pour te protéger. » Thomas y réfléchit. Il pensa à son père, au bracelet qu'il avait conduit chez son oncle, à sa fatigue d'être seul et effrayé. « D'accord, » murmura-t-il, « je veux ça aussi. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Des avocats sont venus et repartis, des papiers ont été signés, et lentement, le
Processus d'adoption a commencé. Thomas a commencé à voir un conseiller pour l'aider à faire face au traumatisme de la mort de son père et à son séjour dans la rue. Elliot a embauché une sécurité supplémentaire pour leur nouvelle maison, un bel hôtel particulier loin de l'ancien appartement de luxe dans le 16e arrondissement. Sarah de Rothschild et son père se virent refuser la libération sous caution, considérés comme des risques de fuite en raison de leur richesse et de leurs relations. L'enquête sur la mort de Michel a été rouverte, Sarah étant la principale suspecte. Un soir, Thomas trouva Elliot dans son bureau à la maison, regardant de vieilles photos de famille. « Comment était papa ?» demanda Thomas. « Quand vous étiez jeune ?» Elliot sourit, faisant de la place pour Thomas à côté de lui. Il était incroyable. Il veillait toujours sur les autres, essayant toujours de faire ce qu'il fallait. Tout comme toi. Ils passèrent des heures à regarder des photos. Elliot racontant des histoires sur son frère qui firent rire et pleurer Thomas. C'était agréable de savoir que son père avait été aimé, avait été heureux autrefois. « Il me manque tellement, » admit Thomas. « Moi aussi, mon pote. » Elliot le serra fort dans ses bras. « Mais tu sais quoi? Il veille toujours sur nous. Il s'est assuré que nous nous trouverions. » Thomas toucha le bracelet en or, ne cachant plus de secrets, mais toujours précieux, toujours le reliant à son père, et maintenant à sa nouvelle famille aussi. Dehors, la ville changeait au printemps. Le scandale chez Rothschild Industries continuait à faire les gros titres, mais Thomas était en sécurité, enveloppé de l'amour de sa nouvelle famille. Victor et Linda étaient devenus comme un oncle et une tante, leur fils Jacques son premier vrai ami. Et chaque soir, lorsque Thomas allait se coucher dans sa nouvelle chambre, il regardait la photo de famille qu'Elliot lui avait encadrée. Son père et son oncle, jeunes hommes, portant leurs bracelets assortis, souriant à la caméra sans aucune trace de la tragédie à venir. « Je l'ai fait, papa », murmurerait-il. « J'ai tenu ma promesse. La vérité a été révélée. » Et parfois, dans le calme de la nuit, il pouvait presque entendre la voix de son père, fière et aimante. « Tu as bien fait, fils. Tu as si bien fait. » 3 mois après l'arrestation de Maxwell, la vie s'était installée dans une nouvelle normalité pour Thomas et Elliot. L'adoption progressait, et Thomas avait commencé dans une école privée où Jacques, le fils de Victor, l'aidait à s'adapter à sa nouvelle vie. Mais juste au moment où tout semblait parfait, le passé a recommencé à frapper. Cela a commencé par une lettre livrée à leur nouvelle maison. Thomas est rentré de l'école pour trouver Elliot dans la cuisine, tenant une enveloppe à l'aspect luxueux et ayant l'air inquiet. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Thomas, déposant son sac à dos près de la porte. « C'est de Caroline de Rothschild, » dit Elliot, « la femme de Robert de Rothschild. Elle veut nous rencontrer. » Thomas sentit son estomac se nouer. « Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut? » « Elle dit qu'elle a des informations sur ton père, quelque chose qui n'était pas sur la carte mémoire. » Elliot regarda Thomas attentivement. « Mais nous ne sommes pas obligés de la rencontrer, si tu ne le veux pas. » Thomas y réfléchit. Il n'avait jamais rencontré Madame de Rothschild. Elle était en voyage en Europe lorsque tout s'est passé avec Sarah et Monsieur de Rothschild. Les journaux disaient qu'elle était rentrée en hâte lorsque le scandale a éclaté, qu'elle avait demandé le divorce et avait disparu de la vue du public. « Et si c'était un piège ?» demanda Thomas. « Victor est déjà en train de vérifier, » le rassura Elliot. « Elle a proposé de nous rencontrer au cabinet de son avocat, en plein jour, en présence de témoins. » Thomas toucha le bracelet de son père, une habitude qu'il n'avait toujours pas abandonnée. « Je veux savoir. Quoi qu'il en soit, je veux savoir. » Le lendemain, ils se rendirent dans un cabinet d'avocats chic du centre de Paris. Caroline de Rothschild n'était rien de ce que Thomas avait imaginé. Elle avait la cinquantaine, élégante mais fatiguée, avec des yeux bienveillants qui lui rappelaient ceux de la bibliothécaire de son lycée. « Merci d'être venu, » dit-elle doucement. Elle regarda directement Thomas. « J'avais envie de te rencontrer depuis longtemps. Ton père, il a essayé de me prévenir de ce que faisait Robert. Je n'ai pas écouté. J'aurais dû. » Thomas ne savait pas quoi dire. Ce n'était pas la confrontation en colère à laquelle il s'attendait. « Que veux-tu dire? Il a essayé de te prévenir ?» demanda Elliot. Caroline ouvrit son sac à main et sortit une vieille enveloppe. « Michel est venu me voir, environ 1 semaine, avant sa mort. Il m'a donné cette lettre, m'a fait promettre de la garder en sécurité.
Il a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais m'assurer que son fils l'ait. Sa voix se brisa. J'avais trop peur de faire quoi que ce soit tant que Robert était libre. Mais maintenant, elle tendit l'enveloppe à Thomas. Ses mains tremblèrent lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de la main familière de son père. « Cher Thomas », lut-il à haute voix, « si tu lis ceci, alors je ne m'en suis pas sorti. Je suis tellement désolé, fils. Il y a tellement de choses que j'aurais voulu te dire, mais je n'ai pas pu. À propos de ta mère, à propos de pourquoi nous avons dû fuir. La vérité, c'est... » La voix de Thomas se brisa. Elliot posa une main sur son épaule, le stabilisant. « Ta mère ne nous a pas abandonnés, » continua la lettre. « Elle s'appelait Rachel Lefebvre. Oui, la sœur de Victor et Linda. » Thomas leva la tête brusquement. « Quoi ?» Caroline hocha la tête tristement. « C'est pourquoi je devais te le dire. Tu as plus de famille que tu ne le sais. » Thomas continua de lire, des larmes tombant sur le papier. Rachel travaillait aussi chez Rothschild Industries. Elle a été la première à remarquer quelque chose de suspect dans les comptes de l'entreprise. Elle et moi avons commencé à enquêter ensemble. Nous sommes tombés amoureux. Nous nous sommes mariés en secret parce que nous savions que ce n'était pas sûr. Lorsqu'elle est tombée enceinte de toi, nous avions prévu de porter tout ce que nous avions trouvé aux autorités. Mais ensuite, Thomas ne pouvait plus lire. Elliot prit doucement la lettre et continua. Les hommes de Maxwell ont découvert ce que nous faisions. Il y a eu un accident de voiture qui n'était pas vraiment un accident. Rachel n'a pas survécu. Je t'ai pris et j'ai fui, nous avons changé de nom, j'ai essayé de me cacher. Mais je n'ai jamais cessé d'essayer de prouver ce que Maxwell avait fait. Rachel est morte en essayant de révéler la vérité. Je ne pouvais pas laisser ça impuni. La pièce était silencieuse, sauf pour les sanglots silencieux de Thomas. Victor et Linda ne savaient rien, dit Caroline doucement. Rachel a disparu si complètement qu'il pensait qu'elle les avait simplement abandonnés. Robert s'en est assuré. Il était très doué pour faire disparaître les gens. Alors c'est ce qui était sur la carte mémoire, dit Elliot. Non seulement la preuve des crimes de Maxwell, mais la preuve de ce qui est vraiment arrivé à Rachel. Caroline hocha la tête. Robert passera le reste de sa vie en prison, non seulement pour fraude, mais pour meurtre. Sarah aussi, elle savait tout, a aidé à couvrir ça. Thomas se détacha de Linda, s'essuyant les yeux. Tout ce temps, j'avais une tante et un oncle juste ici, et ils m'aidaient sans même savoir qui j'étais vraiment. La famille trouve toujours un moyen, dit Linda doucement. Rachel y croyait toujours. Plus tard dans la soirée, de retour à la maison, Thomas était assis dans sa chambre, regardant la lettre. Il y avait tellement de choses à traiter, apprendre à propos de sa mère, découvrir son lien avec Victor et Linda, comprendre enfin pourquoi son père avait été si désespéré de le protéger. Elliot frappa à sa porte. « Ça va, mon pote ?» Thomas hocha la tête. « Je réfléchis juste. Tu sais ce qui est étrange. Papa avait raison au sujet du bracelet qui me gardait en sécurité, mais pas à cause de ce qu'il contenait. Il m'a conduit à toi, et à Victor et Linda, à la famille. » Elliot s'assit à côté de lui sur le lit. « Ton père était un homme intelligent. Il savait que le plus important n'était pas d'exposer Maxwell, c'était de s'assurer que tu serais prise en charge, que tu trouverais des gens pour t'aimer. La connaissais-tu » demanda Thomas. « Ma mère, un peu. Elle était belle, gentille et très courageuse, tout comme toi. » Elliot sourit. « Et maintenant, tu as tout un album de photos qui arrive. Linda les apporte demain. » Thomas toucha le bracelet une dernière fois avant d'aller se coucher. Il avait encore tellement de questions, tellement de choses à apprendre sur sa mère et son père. Mais il n'était plus seul. Il avait une famille, un oncle qu'il aimait comme un fils, une tante et un oncle qui était en fait ses proches, un cousin qui était déjà son meilleur ami. Et quelque part, il savait que ses parents observaient, enfin en paix, sachant que leur fils était en sécurité, aimé et entouré de sa famille. La vérité ne l'avait pas seulement libéré, elle l'avait ramené à la maison. L'été arriva à Paris, apportant avec lui de nouveaux défis et de nouvelles joies pour la famille, élargie. Linda avait emménagé temporairement dans l'hôtel particulier, incapable de supporter d'être séparée du neveu qu'elle venait de trouver. Elle passa des heures à montrer à Thomas des photos de sa mère, à raconter des histoires sur l'enfance de Rachel, à l'aider à comprendre d'où il venait. Elle adorait la glace à la fraise, lui dit Linda un soir alors qu'ils étaient assis dans le jardin, et elle jouait magnifiquement du piano.
Elle m'a appris tout ce que je sais sur la musique. Thomas absorba chaque détail comme une éponge. Chaque nouvelle information sur sa mère était un cadeau précieux. Mais avec la connaissance vint aussi la douleur. Un matin, Thomas descendit pour trouver Linda en pleurs sur un vieil album photo. Victor était assis à côté d'elle, son bras autour de ses épaules. « Je suis désolé, » dit Linda en voyant Thomas. « C'est juste que, aujourd'hui aurait été l'anniversaire de Rachel. Nous avions l'habitude de toujours le fêter ensemble, tous les trois. » Thomas s'assit avec eux, regardant des photos des anniversaires passés de sa mère. Le sourire de Rachel Lefebvre était exactement comme le sien, quelque chose qu'il n'avait jamais su jusqu'à présent. « Racontez-moi ces traditions d'anniversaire, » dit-il doucement. Linda s'essuya les yeux. Elle voulait toujours le même gâteau, au chocolat avec une garniture de framboise, et elle faisait porter des chapeaux de fête à tout le monde, même si nous étions adultes. « Nous devrions faire ça, » dit soudainement Thomas. « Nous devrions célébrer son anniversaire. Faire son gâteau, porter des chapeaux, raconter des histoires à son sujet, elle ne devrait pas être oubliée. » Linda le serra fort dans ses bras. « C'est une merveilleuse idée. La fête d'anniversaire est devenue une réunion de famille. » Elliot aida Thomas et Linda à faire le gâteau au chocolat framboise. Victor apporta de vieux films familiaux qu'il avait trouvés dans ses greniers. Même Caroline de Rothschild est venue, apportant d'autres lettres que Michel avait écrites à Rachel et qu'elle avait trouvées dans le bureau de Robert. Alors qu'ils étaient assis dans le jardin, portant des chapeaux de fête, brillants et partageant des souvenirs, Thomas sentit la présence de sa mère tout autour de lui. Il portait aussi son bracelet maintenant, une délicate chaîne en or que Linda lui avait donnée et qui avait appartenu à Rachel. Mais la vie n'était pas que faite. Le procès de Robert et Sarah de Rothschild approchait, et Thomas devrait témoigner. Les cauchemars ont recommencé, rêves de pièces sombres et de mains rugueuses le saisissant, des derniers jours de son père et de la fin tragique de sa mère. Une nuit, les rêves furent si mauvais que Thomas se réveilla en criant. Elliot se précipita, suivi rapidement par Linda de sa chambre au bout du couloir. « Ça va », apaisa Elliot, tenant Thomas alors qu'il tremblait. « Tu es en sécurité. »« Je les ai vus », haleta Thomas. « Maman et papa. » Dans le rêve, ils essayaient de me prévenir de quelque chose que nous ne connaissons toujours pas. Linda et Elliot échangèrent des regards inquiets. « Ce n'était qu'un cauchemar », dit Linda doucement. « Le procès approche. Il est naturel d'avoir peur. » Mais Thomas ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il manquait quelque chose d'important. Le lendemain, il demanda à voir les preuves de l'appartement de son père, les choses que la police avait ramassées après sa mort. La plupart étaient entreposées, mais Victor avait des copies de tout. « Es-tu sûr de ça ?» demanda Victor en sortant les boîtes. « Ça pourrait être douloureux. » Thomas hocha la tête. « Je dois tout savoir. Pour maman et papa. » Ils passèrent des heures à examiner de vieux papiers, des reçus, des carnets. Thomas reconnut l'écriture de son père, la façon dont il faisait de petits dessins dans les marges lorsqu'il réfléchissait. Puis il trouva quelque chose d'étrange, un reçu pour une location de box de stockage, payé d'avance, pour 20 ans. « Oncle Victor », appela Thomas. « Regardez ça, quelqu'un a-t-il déjà vérifié ce box de stockage ?» Victor examina le reçu. « Je ne crois pas. Cette adresse, elle est en Normandie, en dehors de la juridiction de la police de Paris. » Thomas sentit son cœur s'accélérer. « Nous devons y aller, maintenant. » Victor appela Elliot, qui quitta immédiatement son travail pour les rejoindre. Le trajet jusqu'en Normandie sembla interminable. Thomas n'arrêtait pas de penser à son rêve, à ses parents essayant de lui dire quelque chose. L'entrepôt de stockage était vieux et délabré. Le gérant prit une éternité à vérifier leurs papiers d'identité. Finalement, ils se retrouvèrent devant une porte métallique roulante portant la mention « Box 23 ». Victor souleva la porte et ils allumèrent leur lampe de poche. Le box était presque vide, à l'exception d'un seul classeur et d'une vieille malle. « Le classeur est verrouillé », dit Elliot en essayant d'ouvrir les tiroirs. « Attendez !» Thomas se souvint de quelque chose. Le bracelet de papa avait une petite clé cachée dans le fermoir. Je n'ai jamais su à quoi il servait. Des doigts tremblants, Thomas ouvrit le compartiment caché dans le fermoir du bracelet. Une petite clé tomba dans sa paume. Elle allait parfaitement. À l'intérieur du classeur se trouvaient d'autres dossiers,
des centaines de pages de documents, de photos et de clés USB. Mais ce qu'ils trouvèrent dans la malle leur fit tous pousser un cri d'étonnement. Des journaux intimes, des douzaines, les journaux intimes de Rachel, remontant à des années avant la naissance de Thomas, et les journaux de Michel aussi racontant toute leur histoire. Elle savait, murmura Thomas en lisant la dernière entrée du journal intime de sa mère. Elle savait que Maxwell allait essayer de la tuer. Elle a tout écrit, laissé toutes les preuves ici. Et papa l'a trouvée après sa mort. C'est pourquoi il a fui avec toi, dit Victor, la voix rauque d'émotion. Il savait que si Maxwell découvrait cet endroit, vous seriez tous les deux en danger. Mais il s'est assuré que nous le trouverions finalement, dit Thomas. Le reçu, la clé dans le bracelet, il nous a laissé une piste de miettes de pain. Ils passèrent des heures à lire les journaux intimes et les dossiers. Ils révélèrent une conspiration encore plus grande que quiconque ne l'avait imaginé. Des personnes plus puissantes impliquées, plus de crimes dissimulés. Maxwell n'avait pas agi seul. Il y en avait d'autres encore dehors, toujours libres. Nous devons remettre tout cela à la DGSI, dit Victor. Et nous devons être très prudents. Si les mauvaises personnes découvrent ce que nous avons trouvé, je n'ai plus peur, dit Thomas fermement. Maman et papa sont morts en essayant de révéler la vérité. Nous leur devons de terminer ce qu'ils ont commencé. Elliot passa un bras autour des épaules de Thomas. Nous le ferons ensemble, tous ensemble. En rentrant à la maison ce soir-là, Thomas tenait les journaux intimes de sa mère sur ses genoux. Il se sentait différent d'une certaine manière. Plus fort, plus sûr de qui il était et de ce qu'il avait à faire. Le procès n'était pas la fin de l'histoire après tout. Ce n'était que le début. Ses parents lui avaient laissé plus que des bracelets et des souvenirs. Ils lui avaient laissé une mission, révéler toute la vérité, aussi dangereuse soit-elle. Et cette fois, il avait toute une famille pour l'aider à le faire. Le contenu du box de stockage a tout changé. Thomas passa chaque moment libre à lire les journaux intimes de ses parents, à apprendre à les connaître à travers leurs propres mots. La voix de sa mère était chaleureuse et amusante dans son écriture, pleine d'espoir même, lorsqu'elle décrivait la découverte des crimes de Maxwell. Les journaux de son père montrèrent sa transformation d'un jeune comptable naïf en un homme déterminé à protéger sa famille à tout prix. Mais c'est la liste des noms qui les a vraiment secoués. Des politiciens, des juges, des chefs, d'entreprises, tous impliqués dans le stratagème de Maxwell. La DGSI constituait discrètement des dossiers contre eux, ne voulant pas prévenir qui que ce soit. « Tu devras témoigner contre plus de gens maintenant, » dit Linda avec inquiétude un soir. « Es-tu sûr d'être prêt pour ça ?» Thomas leva les yeux du journal intime de sa mère. Maman a écrit que le choix le plus effrayant est généralement le bon. Elle savait qu'il pourrait la tuer, mais elle a continué à rassembler des preuves quand même. Je dois être aussi courageuse qu'elle. Le lendemain, Thomas venait de rentrer de son lycée lorsque Victor arriva en trombe dans la maison. Le visage pâle. « Quelqu'un s'est introduit dans mon bureau, dit-il. Il cherchait à quelque chose de précis. Tous mes dossiers sur l'affaire de Rachel ont disparu. » Elliot appela immédiatement son équipe de sécurité. Linda se précipita pour vérifier que tous les journaux intimes et les preuves étaient encore bien enfermés dans le coffre-fort de l'hôtel particulier. « Ils savent, » dit Thomas doucement. « Ils savent que nous avons trouvé les preuves de maman. » Comme pour confirmer ses paroles, le téléphone de Thomas vibra avec un texto d'un numéro inconnu. « Vos parents auraient dû apprendre à laisser dormir les chiens. Ne faites pas leur erreur. » Les adultes se disputèrent sur ce qu'il fallait faire. Victor voulait placer Thomas sous protection des témoins. Linda pensait qu'il devait rendre tout public immédiatement. Elliot insista sur le fait qu'il devait faire confiance à la DGSI pour s'en occuper. Mais Thomas avait sa propre idée. « Maman et papa sont morts en essayant de faire cela seuls, dit-il. Mais nous n'avons pas à le faire. Nous avons quelque chose qu'ils n'avaient pas, l'attention du public. » Il regarda Linda. « Tu es journaliste. Si nous racontons toute l'histoire, pas seulement celle de Maxwell, mais celle de maman et papa, de tout ce qu'ils ont découvert, les gens écouteront. La vérité sera trop grosse pour être cachée. C'est dangereux, avertit Elliot. Tout est dangereux, dit Thomas. Mais maman a écrit quelque chose dans son journal intime auquel je n'arrête pas de penser. Elle a dit « La vérité ne concerne pas seulement les faits et les preuves. Il s'agit d'histoires, des histoires humaines qui touchent les gens.
Linda hocha lentement la tête. Une histoire de deux jeunes gens qui sont tombés amoureux en essayant de révéler la corruption. À propos d'une mère qui est morte en essayant d'améliorer le monde pour son fils. À propos d'un père qui a protégé son enfant jusqu'à son dernier souffle. À propos d'un garçon qui a retrouvé son chemin grâce à un bracelet en or et qui a trouvé une famille qui l'a aidé à terminer ce que ses parents avaient commencé. Ajouta Thomas. Ils travaillèrent de toute la nuit. Thomas, Linda et Caroline de Rothschild, qui apporta encore plus de documents qu'elle avait trouvés. Ils ont tissé ensemble l'histoire de Rachel et Michel, de la corruption et du courage, de l'amour et de la perte et de la justice. L'article devait paraître le lendemain matin dans Le Monde. Cette nuit-là, Thomas ne pouvait pas dormir. Il s'assit dans le jardin portant les deux bracelets, celui en or de son père et la délicate chaîne de sa mère. Elliot le trouva là juste avant l'aube. « Des doutes ?» demanda-t-il. Thomas secoua la tête. « Je parle juste à maman et papa. Je leur dis ce que nous allons faire. » Elliot s'assit à côté de lui. « Tu sais, quand je t'ai rencontré pour la première fois, je pensais que c'était moi qui te protégerais. Mais en réalité, tu m'as appris le courage. Tes parents seraient si fiers. »« J'ai peur, » admit Thomas. « Pas exactement des méchants. Plutôt, et si nous faisions tout ça, et que rien ne change? Et si les gens ne s'en soucient pas? »« Les gens s'en soucieront, » dit Elliot fermement, « parce que tu les fais s'en soucier. Tu m'as fait m'en soucier, ce soir-là où tu m'as sauvé la vie. Tu as fait que Victor et Linda s'en soucient, même avant qu'ils ne sachent que tu étais de la famille. Tu as fait que Caroline s'en soucie assez pour se retourner contre son propre mari. » Le téléphone de Thomas vibra à nouveau, une autre menace d'un numéro inconnu. Mais cette fois, il n'avait pas peur. Maman a écrit qu'elle ne se battait pas contre quelque chose. Elle se battait pour quelque chose, dit-il. Pour moi, pour papa, pour ce qui était juste. C'est ce que nous faisons aussi. Le ciel commençait à s'éclaircir. Bientôt, l'histoire éclaterait. Bientôt, tout le monde saurait l'histoire de Rachel Moreau et Michel Dubois, de leur amour et de leur sacrifice, du garçon qui portait leur héritage dans 2 bracelets en or. « Quoi qu'il arrive, dit Elliot, nous y ferons face, ensemble, en famille. » Thomas toucha les 2 bracelets, se sentant plus proche de ses parents que jamais. Le soleil du matin commença à se lever sur Paris, peignant le ciel de nuances d'espoir. La vérité ne resterait plus enfouie. Et le rêve de justice de ses parents non plus. Linda sortit pour les rejoindre, son téléphone à la main. « C'est l'heure, » dit-elle doucement. « Es-tu prêt ?» Thomas se leva, sentant la force de toute sa famille derrière lui. « Maman et papa étaient prêts à mourir pour la vérité, » dit-il. « Je suis prêt à vivre pour elle. » À l'intérieur, les preuves attendaient d'être partagées avec le monde. L'histoire de 2 personnes courageuses qui sont tombées amoureuses en luttant contre la corruption. L'histoire de leur fils, qui a retrouvé son chemin grâce à un bracelet en or. L'histoire d'une famille unie par l'amour, la vérité et le courage de défendre ce qui est juste. Le soleil se leva plus haut, apportant avec lui l'aube d'un nouveau jour. Et quelque part, Thomas le savait, ses parents regardaient. Fiers du fils qui avait trouvé non seulement la justice, mais la seule chose qu'il voulait le plus pour lui. Une famille pour l'aimer, le soutenir et l'aider à poursuivre. Leur héritage de courage. L'histoire a éclaté comme un raz-de-marée à travers Paris. L'article de Linda intitulé « Le bracelet en or, une histoire d'amour, de perte et de justice » a été publié en première page du Monde. À midi, tous les grands réseaux d'information en parlaient. Les gens n'arrêtaient pas de parler de Rachel Moreau et Michel Dubois, les jeunes amoureux qui ont donné leur vie en essayant de dénoncer la corruption. Thomas a tout regardé de la sécurité de l'hôtel particulier, entouré de sa famille. Le téléphone n'avait pas cessé de sonner toute la matinée. Plus de journalistes voulant des interviews, plus de témoins se présentant avec des preuves, plus de victimes des crimes de Maxwell enfin prêtes à parler. « Regardez ça », dit Linda en leur montrant son ordinateur portable. L'histoire est en tendance à l'échelle nationale. Les gens demandent des enquêtes sur toutes les personnes nommées dans les preuves de Rachel. Victor entra après un autre appel téléphonique avec la DGSI. « 3 arrestations déjà », annonça-t-il. Un juge, un sénateur et le commissaire de police. Ils se précipitent tous pour conclure des accords, se retournant les uns contre les autres. Thomas s'est senti submergé. Le combat de ses parents pour la justice était devenu beaucoup plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Mais ensuite, son téléphone a vibré avec un autre message d'un numéro inconnu.
Vous le regretterez. Faites attention à vous. Elliot, vit Thomas regarder son téléphone et le prit doucement de ses mains. Plus de menaces, dit-il fermement. Ils ne peuvent plus nous faire de mal. La vérité est là maintenant. Trop de gens la connaissent. Les quelques semaines suivantes furent un tourbillon. D'autres arrestations ont été faites. D'autres preuves ont été révélées. Les dates des procès ont été fixées. Non seulement pour les de Rothschild maintenant, mais pour tous ceux qui étaient impliqués dans la conspiration. Thomas a dû témoigner à plusieurs reprises, racontant son histoire encore et encore. Mais cette fois, il n'avait pas peur. Chaque fois qu'il montait à la tribune des témoins, il portait les 2 bracelets, celui en or de son père et la délicate chaîne de sa mère. Ils lui donnèrent de la force. Sarah de Rothschild a été la première à être condamnée. 20 ans de prison pour son rôle dans la mort de Michel et la dissimulation du meurtre de Rachel. Lorsque le verdict a été lu, elle a regardé Thomas droit dans les yeux, avec de la haine dans les yeux. Mais Thomas a simplement touché ses bracelets et a gardé la tête haute. Le procès de Robert de Rothschild a été plus long, plus compliqué. Mais à la fin, la justice a prévalu. Il a été reconnu coupable sur tous les chefs d'accusation, y compris les meurtres de Rachel Moreau et Michel Dubois. Le juge lui a infligé la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Votre cupidité et votre corruption n'ont pas seulement volé de l'argent, a déclaré le juge à Maxwell. Elle a volé une mère à son fils, un père à son enfant, une sœur à ses frères et sœurs. Aucune peine ne peut réparer ces dommages. Mais au moins maintenant, la vérité est connue. Après le procès, la vie a commencé à se stabiliser dans une nouvelle normalité. L'adoption a été finalisée. Thomas était officiellement le fils d'Elliot. Ils ont gardé l'hôtel particulier, Linda vivant dans l'appartement, du jardin en bas. Victor et sa famille ont emménagé dans la maison voisine. Thomas a commencé sa première année de lycée cet automne. Son histoire était connue maintenant. Les autres enfants chuchotèrent et pointèrent parfois du doigt. Mais cela ne le dérangeait pas. Il était fier de ses parents, fier de leur courage et de leur sacrifice. Un soir, environ 1 an après la publication de l'histoire, toute la famille s'est réunie dans le jardin pour célébrer à nouveau l'anniversaire de Rachel. Ils ont mangé un gâteau au chocolat framboise, ont porté des chapeaux de fête amusants et ont raconté des histoires sur Rachel et Michel. J'ai trouvé autre chose dans les journaux intimes de maman, leur a dit Thomas, alors qu'il était assis autour de la table du jardin. Quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Il ouvrit le journal intime à une page marquée et lut « Ma très chère Thomas, si tu lis ceci, alors notre plan n'a pas fonctionné. » Comme nous l'espérions. Mais souviens-toi, les choses les plus précieuses de la vie ne sont pas l'argent, le pouvoir ou même la justice. Ce sont les liens que nous créons, l'amour que nous partageons, la famille que nous construisons. Ton père et moi ne serons peut-être pas là pour te voir grandir. Mais je sais dans mon cœur que tu trouveras ton chemin vers des gens qui t'aimeront autant que nous. Thomas regarda sa famille. Elliot, qui était devenu le père dont il avait besoin, Linda, qui partageait le rire de sa mère, Victor, qui lui avait appris la force et la loyauté, Jacques, qui était plus qu'un cousin, mais son meilleur ami, et Caroline, qui avait choisi la vérité plutôt que la loyauté envers son mari. « Maman avait raison, dit-il doucement. Même avec tout ce qui s'est passé, toute la douleur et la perte, j'ai trouvé mon chemin vers la maison, vers vous tous. » Elliot leva son verre. « À Rachel et Michel, dit-il, qui nous ont fait le plus beau cadeau, les uns les autres. » Tout le monde a fait écho au toast, leurs verres attrapant la lumière du soleil couchant. Thomas toucha les 2 bracelets, sentant le lien entre son passé et son présent, les parents qu'il avait assez aimés pour mourir pour la vérité et la famille qu'il avait aidé à honorer leur sacrifice. Le lendemain matin, Thomas a eu une interview avec une émission nationale de télévision. Il voulait faire un reportage sur ce qui avait changé dans l'année qui a suivi le scandale. Le journaliste lui a demandé s'il regrettait d'avoir rendu public les preuves de ses parents. « Aucun, » dit Thomas fermement. Maman a écrit dans son journal intime que la vérité ne consiste pas seulement à exposer ce qui ne va pas, il s'agit de montrer ce qui est juste, à propos de l'amour, du courage et de la famille. C'est la vraie histoire ici. Non pas la corruption ou les crimes, mais la façon dont l'amour gagne à la fin, la façon dont la famille se retrouve. Après l'interview,
Thomas rentra chez lui en traversant les rues de la ville. Tant de choses avaient changé au cours de l'année écoulée. Rothschild Industries avait été réformé sous une nouvelle direction. Des lois ont été adoptées pour prévenir une corruption similaire. Les gens ont appris à faire attention, à parler, à se battre pour ce qui est juste. Mais le plus grand changement était en Thomas lui-même. Il n'était plus le garçon effrayé et solitaire des rues. Il avait une maison, une famille, un but. Il portait l'héritage de ses parents non plus comme un fardeau, mais comme un cadeau. Le bracelet en or qui avait tout déclenché brillait toujours à son poignet, à côté de la délicate chaîne de sa mère. Ils étaient plus que des bijoux. Maintenant, ils étaient des rappels que l'amour ne meurt jamais, que la vérité trouve son chemin vers la lumière, que la famille est plus que du sang. Ce soir-là, Thomas s'assit dans le jardin en écrivant dans son propre journal intime, quelque chose qu'il avait commencé à faire après avoir lu les journaux de ses parents. Il a écrit sur l'amour et la perte, sur la justice et la guérison, sur la famille qui était née de la tragédie. Et quelque part, il le savait, Rachel et Michel regardaient, fiers de leur fils, en paix avec leur sacrifice, sachant que leur histoire d'amour ne s'était pas terminée avec leur mort. Elle a perduré en Thomas, dans la vérité qu'il avait contribué à révéler et dans la famille qui avait grandi à partir d'un seul bracelet en or fin.